Alors, je suis avec vous pour ce temps d'exposé sur la consultation pédiatrique et maternologique. Je vais d'abord me présenter. Je suis Françoise Dutray. J'ai d'abord été pédiatre en PMI où j'ai examiné beaucoup d'enfants entre 0 et 6 ans. Dans mes consultations, j'ai très vite repéré qu'il y avait certains bébés que je gardais dans ma tête d'une consultation à l'autre. Ces bébés chez lesquels j'avais perçu un petit quelque chose qui étonne, dérange, soucie et inquiète. Pourquoi Pierre, 3 mois, n'accroche-t-il pas le regard? Ses yeux semblent passer sur les choses, en balayant le monde qui l'entoure comme s'il ne voyait rien, ou comme s'il n'y avait rien à voir, alors qu'à sa naissance, les tests ophtalmo pratiqués étaient normaux. Pourquoi Jennifer, 6 mois, hurle-t-elle dès qu'elle entre dans la consultation? Hurlement intense et inconsolable, lorsque je la touche, me faisant penser à une douleur exquise. Je passe mes mains sur son corps lentement à la recherche d'une possible fracture. J'interroge sa mère et lui demande si elle va bien. Elle éclate en sanglots, me disant « C'est un enfer, non pas avec mon bébé, mais avec ma mère qui me fait une vie impossible depuis mon accouchement. » Jennifer s'est arrêtée de hurler. Puis j'ai rencontré l'équipe de maternologie avec laquelle j'ai travaillé 20 ans jusqu'en 2013. Le travail théorico-clinique que nous avons mené ensemble, les intuitions, les hypothèses théoriques passées systématiquement au crible de la clinique, nous ont permis d'élaborer les étapes de la maternité psychique et de concevoir une pédiatrie qui tient compte de la naissance relationnelle. Lorsque le service de maternologie à Saint-Cyr-l'École près de Paris a été fermé en tant que tel, fin 2013, j'ai recherché un lieu de consultation où je pourrais travailler avec une double écoute, un double regard pour les petits patients et leurs parents. Je fais mes consultations à Malakoff, au centre de santé Marie-Thérèse, qui dépend de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Je reçois des enfants de 0 à 3 ans. Dans ma consultation, après une parole de bienvenue, je dis aux parents qui viennent me consulter avec leur nouveau-né que je suis pédiatre et maternologue. Oui, j'ai un regard attentif à l'état et au développement de votre bébé, mais j'ai aussi une oreille ouverte à ce qui se vit entre vous et lui. Le lien que vous tissez avec votre bébé nouveau-né va lui donner sa naissance humaine. Sa présence entraîne pour chacun de vous des éprouvés, des émotions que nous pouvons, si vous le souhaitez, échanger ensemble. Votre bébé est le centre de votre attention, de vos préoccupations, et je ne crois pas me tromper en pensant qu'il a bouleversé votre vie. Je suis attentive à ce que vous vivez tous les trois. Je suis bien souvent agréablement surprise de les entendre me dire « Ah, c'est ce que nous souhaitions ». S'ils veulent en savoir plus, j'ajoute que la maternologie est une discipline médicale reconnue. Cette discipline a élaboré le modèle théorique de la maternité psychique et permet le diagnostic et le soin des difficultés du lien maternel précoce. La pédiatrie et l'apport maternologique. On ne peut pas prendre soin des problématiques de développement natal avec les mêmes outils d'approche que la pédiatrie générale. Pourquoi ? Pour répondre à cette question, je vous propose sur le plan didactique d'envisager successivement 3 questions. Qu'est-ce qu'un bébé ? Qu'est-ce qu'on s'attend à trouver à la naissance ? Et là, je vous raconterai l'histoire d'Adam. Qu'est-ce que la correspondance maternelle ou la disposition maternelle? Et je m'étendrai sur les plages de partage. Qu'est-ce que la naissance psychique ou relationnelle? Et là, je vous donnerai d'autres exemples. Cela va nous permettre d'échanger sur l'apport maternologique et de concevoir la pratique pédiatrique avec des éléments et des outils spécifiques.
Qu'est-ce qu'un bébé? Cela nous concerne vivement. Nous sommes tous des naissants. Je vais rappeler 3 points. Le premier, le temps prénatal, nous a fait entiers, sans connaître la différence. En effet, l'homogénéité et la continuité des conditions de vie utérines permet au fœtus de recevoir l'entièreté de la vie, le tout de la vie dans tout ce qu'elle apporte. Et là, le fœtus va se distinguer des autres mammifères grâce à l'importance de ses neurones libres. Il va pouvoir engrammer dans son cerveau cette qualité de l'homogénéité de la vie, et ce, pendant 9 mois. Il y aurait la néoformation épigénétique d'un être, d'un nouveau genre, l'être de la vie. Le deuxième point sur qu'est-ce qu'un bébé. La mise au monde apporte la différence. Il y avait une source d'homogénéité apportée par la vie dans l'utérus. Il n'y a plus, car le vécu utérin a pris fin. Pour le bébé, tout devient l'inconnu. La différence est énorme et elle pourrait devenir une fracture. Cela ressemble à une déchirure interne qui le rend le plus démuni, le plus pauvre de tous les êtres de la terre. Il est impuissant, exposé à mourir s'il n'est pas secouru. Le troisième point sur qu'est-ce qu'un bébé. Accouché dans ce monde, il a besoin d'une aide spécifique. Sa mère, capable de le comprendre et de l'accompagner avec une disposition qui fait la maternité pour pallier à son incapacité motrice. Je vais vous parler d'Ismaël. Je mettrai en sous-titre « Il avait besoin de l'émotion de ses 2 parents pour être rejoint dans sa détresse natale et pour naître. » Je reçois en première consultation Ismaël accompagné de ses parents. Il est âgé de 15 jours. Madame B me raconte la difficulté de son accouchement. Elle ne se sentait pas prête à accoucher. À la dernière consultation prénatale, à 38 semaines, l'ouverture du col semblait imminente et le médecin a décidé un déclenchement. Immédiatement hospitalisée, la future mère ressasse sa déception. Elle avait encore besoin de quelques jours. L'accouchement est très long, l'expulsion difficile, nécessitant des manœuvres instrumentales, et cela a découragé la maman. Ismaël avait des marques sur le visage, ce qui culpabilisait sa mère. « C'est de ma faute, je n'étais pas prête. » Nous échangeons longuement sur ce sentiment maternel douloureux lors de cette première consultation. Tous les éléments de l'examen clinique concordent pour conclure à un bon état général. L'allaitement au sein est en place, la prise de poids est satisfaisante, ce qui rassure Madame B. J'ai besoin et j'ai pris l'habitude de voir de façon rapprochée les nouveau-nés, c'est-à-dire tous les 10 à 15 jours pendant les 2 premiers mois. Et je demande à ses parents de reprendre une consultation rapidement. Je revois Ismaël 12 jours plus tard. La maman est lasse et découragée. Je suis inquiète des propos maternels et paternels. L'un et l'autre ont en quelque sorte baissé les bras. Ismaël est posé, seul, sur la table de consultation. Les parents se sont assis sur les sièges près du bureau, à distance de l'enfant, et ils font le constat de leur impuissance. On n'arrive à rien, on a beau faire. Il est inatteignable, comme s'il était tout seul et sourd. Je regarde Ismaël, il est très pâle, immobile, tout raide. Mon sang ne fait qu'un tour. S'imagine alors dans ma tête que les 2 parents m'ont apporté un bébé à mettre dans un cercueil. Je vais vers Ismaël, qui a 4 semaines, et j'invite les parents à m'accompagner. Nous sommes tous les 3 penchés sur l'enfant. J'entoure Ismaël de mes mains et je lui parle doucement.
Il est raide et lointain et je lui dis « Je te vois avec tes parents. Ils sont tout près de toi. Ta maman m'a dit toute la douleur de son accouchement et ta difficulté à naître. Vous n'étiez pas prêts tous les deux. Mais maintenant, je sais que tu es le bienvenu et que tes deux parents font leur possible pour t'accueillir. Ils sont là, ils te regardent. Ils sont très émus de voir combien tu écoutes mes paroles et combien, tous les trois adultes, nous pouvons voir que cela te fait du bien. J'entoure ton petit corps avec mes mains, tes parents me font confiance, je tiens tes mains rassemblées et je te remets en position fœtale en te balançant très légèrement, éprouver que tu connais, et tu te réanimes peu à peu. Ismaël a ouvert les yeux, son visage a repris de la couleur, il émet un petit son et j'invite sa maman et son papa à prendre le relais. Ils sont très émus, mais mobilisés par ces échanges entre nous. L'émotion ressentie et partagée les a infiniment concernés. Les parents m'ont donné à goûter l'immobilisation et la pesanteur et l'impuissance de ce qu'ils vivaient. La mère d'Ismaël semblait s'être recalée d'emblée dans sa maternité, parce qu'elle n'était pas au rendez-vous de sa venue au monde. Elle n'éprouvait pas le sentiment d'être mère, elle avait besoin de temps. Je revois régulièrement Ismaël en consultation. C'est un bébé resplendissant et ses parents sont vraiment réjouis de ce bel enfant. Nous venons de nous questionner sur qu'est-ce qu'un bébé. Nous allons aborder la deuxième question. Qu'est-ce que la correspondance maternelle? Ce sont les plages de partage entre la mère et son bébé, ce qui se crée à partir des apports constitutifs de la mère dans les interactions avec son bébé, l'un et l'autre bénéficiant alors de ce qui est donné. Cette correspondance va permettre la constitution du maternel, appelé aussi syncrétisme originaire. Cette constitution de l'originaire commence dès la mise au monde. Elle se caractérise par une expérience suffisante des qualités maternelles en tant qu'elle procure un vécu primaire axé par la présence de l'autre. C'est un matériau primaire fait d'expériences corporelles érogènes, mais avec une composante fondamentale, le visage. L'originaire, c'est un bien, au sens de quelque chose qui nous appartient et qui se constitue entre la mère et son bébé. Tous les deux partagent une même individualité physique, perceptive, affective et psychique, avant que l'enfant ait un moi et en deçà du moi actuel de la mère. Le bébé naît de ce que sa mère peut lui partager, de ce qu'elle-même a constitué dans son histoire personnelle. On ne peut pas dissocier cette double naissance. Le vœu secret de la maternité, écrit Jean-Marie Delassue, c'est ce transfert de l'originaire tel qu'on le porte en soi sur un bébé qui vient de soi. Le transfert va de la mère vers son bébé. Bien sûr, vous attendez les plages de partage. Je vais y revenir, elles sont essentielles. Mais pour ne pas nous perdre, je vais aborder la troisième question et je reviendrai sur les plages de partage. Qu'est-ce que la naissance relationnelle ou psychique pour un bébé? Voici 4 assertions. La naissance n'est pas une maladie, mais elle peut devenir une impasse qui s'exprime de manière physique. On croit trop souvent que la seule base de la pathologie néonatale est d'ordre somatique. On pense n'avoir affaire qu'à l'organisation d'un corps. Il faut aussi envisager que l'on peut avoir
affaire à des bébés qui ne sont pas nés, tout en étant physiquement vivants dans les mains du médecin. La naissance nécessite une transformation des structures prénatales et l'on peut être malade de sa naissance. Le bébé à l'accouchement est suspendu entre deux mondes. Il lui faut changer de milieu pour que soit remodelée sa structure prénatale. La naissance devient un état à haut risque parce qu'il faut trouver des attaches vitales et relationnelles indispensables. Troisièmement, la naissance est un processus. Un processus, c'est un parcours qui se déroule dans le temps et qui entraîne une transformation. Il démarre, il peut s'interrompre et reprendre. Je cite le docteur Jean-Marie Delassus. Le médecin du nouveau-né a affaire à un processus distinct des phénomènes infectieux, lésionnels ou autres. C'est un processus qui vaut comme organisation générale. Celle-ci se répercute dans le corps tout autant qu'elle s'observe dans les progrès relationnels du bébé et son adaptation à l'entourage. Les retentissements somatiques en sont constants. Ils vont des modifications de fonctions physiologiques comme le tonus, le sommeil, la vigilance, la nutrition, la respiration, jusqu'à de véritables affections, régurgitation, colique, eczéma, bronchiolite. Quatrième insertion, la naissance nécessite un lien natal. Si le bébé ne peut établir de lien dès son arrivée au monde, il est soumis à un stress considérable du fait de ne disposer d'aucune issue. Ce modèle de compréhension doit être sous-jacent à la pratique pédiatrique et l'inspirer. Connaître et avoir intégré les éléments qui concourent à la naissance psychique du bébé sont essentiels. Penser cette naissance en lien avec la maternité qui peut avoir du mal à se mettre en place. Cela permet de passer de l'observation et du soin des signes et des symptômes présentés par un petit nourrisson à une clinique de la naissance relationnelle. Alors, les signes prennent sens de difficulté à naître pour ce bébé. Je vais vous parler du syndrome pédiatrique d'évitement maternel, ou SPEM, si j'utilise les premières lettres de chaque mot. Nous avons observé en maternologie que la mère peut se servir du bébé pour tenir cachée sa difficulté maternelle inconsciente. Le SPEM, voici quelques éléments à rappeler. La mère et le bébé sont liés par la naissance psychique à faire. La maternité est à 95% inconsciente. Elle peut donner sans qu'on le voie et priver sans qu'on s'en aperçoive. Seul le bébé peut rendre compte de ce qui se vit entre lui et sa mère. Il est le petit clinicien. Quand la rencontre natale ne se fait pas sur les bases du lien, sans qu'on le voie, la difficulté à naître peut se marquer au niveau du corps du bébé. Le SPEM, de quoi s'agit-il ? Le pédiatre voit un bébé qui présente des troubles somatiques divers. Cette somatisation entraîne des consultations pédiatriques répétées. La mère s'épuise, mais se valorise en soignant un bébé malade. Examen complémentaire, traitement et soins à donner à son enfant la confirment
et la conforte dans sa compétence soignante. Le résultat pour la mère est un soulagement. C'est l'entièreté des soins donnés à l'enfant qui remplace sa maternité. Le petit enfant ne rencontre pas celle qui lui prête momentanément son existence. Il est le siège de tension et de désordre somatique. Il reste malade. Si les troubles pédiatriques pour lesquels la mère vient consulter et dire que cela ne va pas, si les signes pédiatriques ne sont pas liés dans l'esprit du médecin clinicien, ni identifiés comme révélateurs de la difficulté maternelle sous-jacente, alors le bébé devient la victime de la méconnaissance de la maternité psychique et de ses difficultés. Le SPEM est un évitement à la maternité. Ce syndrome consiste en la substitution d'une compétence soignante à une difficulté maternelle inconsciente. La mère en difficulté, en étant soignante, garde son bébé près d'elle et les signes de malnaissance persistent. Le bébé n'est identifié que par sa maladie. Le médecin qui connaît les enjeux de la maternité psychique pourra arrêter le cercle vicieux. Alors, il rendra à l'enfant sa bonne santé et la difficulté maternelle étant prise en charge et soignée, le bébé aura une mère. S'interroger sur des situations qui s'enquistent permet d'arrêter le circuit pathologique. La compétence soignante, qui était un évitement inconscient à la maternité, nous invite à aller voir maintenant ce qui se partage entre la mère et le bébé. Je vais donc vous énumérer les plages de partage. Elles sont importantes à repérer. Vous les avez déjà observées si vous travaillez autour de la naissance d'un bébé, pendant la grossesse, l'accouchement, le postpartum. Les voici. Les plages de partage. La grossesse prédispose à partager des territoires communs. Elle réanime la mémoire du corps. Elle permet de réveiller et de révéler cette strate de notre constitution originaire. Elle met à la disposition de la future mère, et de façon inconsciente, des éléments qui ont constitué sa propre enfance. Je poursuis avec la réactualisation de l'originaire. Au moment de l'accouchement, le bébé a besoin, comme je l'ai déjà dit, de quelqu'un capable de le comprendre et de l'accompagner avec une disposition qui fait réellement la maternité. La mère retrouve ce tout de la vie vécu avec sa propre mère, incarné dans ce bébé. Cette rencontre relie le moi qu'elle est devenue et le soi en tant que toute petite. Cela lui donne envie de tout donner à ce bébé. Ce qui faisait dire à une de nos patientes, au fond, je suis ma maman à moi. Je vais vous parler du proto-regard, nom que l'on a donné au premier lever des yeux du bébé vers ce monde nouveau pour lui. Avec un élan d'une grande intensité, le bébé cherche la suite de sa vie avec les yeux grands ouverts. Le proto-regard dit tout de la vie prénatale en un seul coup d'œil. S'il est facilité en salle de naissance, les parents qui sont mis en capacité de le voir sont le plus souvent bouleversés. L'émotion qu'ils éprouvent a un effet de parentalisation. Madame R l'exprime ainsi. Je me demandais sur le chemin de la maternité comment je pourrais aimer aussi ce bébé que j'allais mettre au monde de façon imminente. J'aimais tant mes petits jumeaux de 3 ans. Quand j'ai vu le regard de mon bébé, j'ai littéralement basculé
dans un amour intense pour lui. J'étais mère à nouveau. Quatrième élément. Après ce moment intense du proto-regard, je vais aborder l'allaitement maternel au sein ou au biberon. C'est l'interaction natalisante et fondatrice de la naissance psychique. Très rapidement, le nouveau-né a besoin de s'alimenter. Sa mère va l'aider. En effet, dans les bras de sa mère qui le soutient et le protège, et forme un espace restreint qui crée un dehors et un dedans, une sorte d'enceinte, mais avec un visage. La continuité dont le bébé a tant besoin est rétablie. Odeur, lait chaud et visage accueillant de la mère. Le nouveau-né va pouvoir investir les éléments du dehors, le lait chaud et fluide, en tant qu'il rapporte des éléments du dedans. Il était dans un milieu chaud et fluide. Cela lui permet de faire rapidement cette inversion essentielle pour sa vie dans ce monde et pour pouvoir se nourrir. Cette inversion se fait d'autant mieux que l'alimentation est en même temps la présence de quelqu'un avec un corps sensible. L'allaitement maternel fréquent, répété plusieurs fois au cours de la journée, apporte au nouveau-né une double présence, un étayage du corps et un visage. Le moment de l'allaitement maternel crée un espace, une unité de temps, de lien, sans possibilité d'agir. Ce qui se vit ne se contrôle pas. Il n'y a pas l'ajout de la maîtrise. C'est le reflet du maternel à ce moment-là. La mère nourrit son bébé. Elle voit que son bébé prend bien ce qu'elle lui donne. Elle se nourrit du bien-être qu'il en éprouve. Cela lui donne envie de donner à nouveau et le don circule. Je te donne, tu le reçois, tu me donnes à ton tour et j'ai envie de te redonner. Cette intentionnalité de tout donner est le cœur de l'allaitement maternel. Porté dans les bras, porté aussi par les yeux, le nouveau-né y réagit et manifeste aussi l'état de sa vie. Au cours d'un allaitement, on a pu objectiver 3 phases qui ont ensemble un effet natalisant. La phase d'absorption permet au bébé de reconstituer ses forces vives, mais plus que cela. Dans ce temps, il trouve un écho de l'homogénéité utérine, alors que l'éprouvé de faim l'avait morcelé. L'absorption remet de la continuité et cela fait du bien. La phase de relation, à nouveau dans un bien-être, le bébé laisse son regard errer et si sa mère l'attend, lui offre un visage accueillant. Il se sent alors attendu, bien sûr, et il va s'installer entre eux, un dialogue vivifiant qu'il met en lui aussi. La phase de rêverie, bien à l'intérieur de lui, restaurer aussi des regards échangés dans un lien avec sa mère, le bébé entre dans la phase de rêverie où il éprouve que ce monde est habitable et sécurisant. Car l'apparaître du monde est de l'ordre de la plénitude. Il la goûte et cela fait rêver. Ces 3 phases bien établies constituent le trépied d'assise psychique du petit nourrisson. Ce trépied de rapport à soi, rapport à l'autre et rapport au monde. Il va l'accompagner toute sa vie. Ainsi, le bébé se constitue un sol bien à lui. Il a fait sa naissance psychique ou relationnelle. Ce temps de constitution est acquis entre 8 et 10 semaines. Quelquefois, il faut beaucoup plus longtemps. Ainsi,
le bébé avec ce sol à lui va pouvoir avancer. On voit ce bébé commencer à interpeller son entourage. Il n'attend plus simplement que l'autre vienne à lui. Il attire l'attention et devient plus actif dans l'invitation à l'échange. Pendant les premières semaines, le petit nourrisson vit dans la perception pure du monde. Un monde où l'objet n'est pas signifiant. Cet apparaître du monde est source de plénitude. C'est un monde fait des reflets et des différences d'intensité de lumière et d'ombre, des mouvements légers d'une feuille qui se balance, d'un rideau qui se soulève, d'un mobile qui tourne sans musique agressive. C'est un ensemble d'éprouvés que l'on peut retrouver quand on est dans un beau paysage, par une température agréable, et que l'on aimerait voir se prolonger indéfiniment. Le bébé ne s'ennuie pas. À la phase de perception pure et sans objet, où l'apparaître du monde était source d'éprouvés renouvelés et d'homogénéité, va succéder le temps où le monde, peu à peu, commence à se signifier. Le monde lui devient appréhensible, appréhendable, de la motilité des gestes et d'une gestuelle qui s'affine. Il va passer à la mobilité, puis la motricité. Se retourne, se met assis, rampe, se met à quatre pattes, se redresse et se déplace avec appui. Et puis marche. Ce sont tous ces moments partagés qui vont permettre au corps du nourrisson de se coordonner peu à peu. Il va se mettre debout, assurer sa marche, il élargit son champ d'action et d'expérience, il enrichit son babillage et forme des mots. De ces échanges avec sa mère et quand il y a eu suffisamment de permanence, le bébé s'est constitué un en soi. Il va s'en servir et entrer dans l'amour de l'autonomie. Sa perception du monde est réduite, mais il peut l'utiliser. L'enfant est dans la jouissance de se déplacer. Coordination et verticalité se sont structurées. Le moi seul, moi grand est de plus en plus fréquent dans la bouche de l'enfant. La période d'opposition est une frustration à la réponse que lui apporte son entourage. Tu es trop petit, tu peux attendre. La période d'opposition est pour l'enfant une sorte d'incompréhension, une limite à sa découverte autonome d'un monde très attrayant. L'enfant est solide de ce qui s'est échangé dans ce monde originaire de plage de partage et de circularité du don. Il a été fait de toutes les petites touches de temps passé avec ses parents, celles que procure la vie syncrétique au jour le jour. Le temps de l'originaire a été un temps de dialogue, d'entretien maternel de la mère avec son bébé. Ce dialogue originaire lui a permis la création d'un en soi, un bien personnel qui va lui permettre de construire le moi-je. L'originaire, le sacrétisme, est le même pour tous dans sa nature, mais différent dans ses modalités pour chaque enfant, car chaque mère est différente, avec des échanges plus ou moins importants et plus ou moins invalidants. Au total, l'inventaire des 3 questions. Qu'est-ce qu'un bébé? Qu'est-ce que la correspondance natale? Qu'est-ce que la naissance psychique ou relationnelle? Ces questions nous permettent de prendre soin des problématiques et du développement natal et de la naissance psychique, mais aussi de la constitution de l'originaire dans son ensemble et avec des outils appropriés.
ma pratique pédiatrique et maternologique. M'appuyant sur ma spécificité de pédiatre maternologue depuis de nombreuses années, je me permets de vous faire entrer dans mon bureau de consultation et vous parler de mon travail. Cette mise en situation m'a semblé plus vivante après ma présentation en première partie de mon exposé, des hypothèses théoriques en vue d'une clinique pédiatrique spécifique. Mon écoute et mon regard sur mes petits patients et leurs parents doivent être doubles. Ils structurent ma consultation. Ils me permettent de voir, de suivre et de prendre soin de cette double naissance du bébé et de sa mère. Voir l'inscription du bébé dans ce monde humain nouveau, avec la présence de celle qui a une disposition maternelle pour lui. Le lien qui se fait entre la mère et son bébé est l'axe de ma consultation. Connaissant l'indispensable de ce lien, chaque consultation est singulière. L'âge de des petits patients, détermine mon soin. Au cours des premières semaines du bébé, je suis très attentive à la vulnérabilité des nouveau-nés dans la période postnatale. Comme je vous le disais, je les vois et revois régulièrement tous les 10 ou 15 jours pendant les 2 premiers mois. Ces rendez-vous répétés sont des points de repère et de soutien pour les parents, même dans des moments dramatiques. J'ai été bouleversée par la douleur intense de la maman d'Elsa, venue me rencontrer 2 jours après la mort subite de leur bébé, âgé d'1 mois et demi. Les 2 parents sont venus pleurer ensemble dans mon bureau, exprimant leur détresse et leur incompréhension. L'enfant était suivi au Siennecker pour une infection à CMV diagnostiquée à la naissance. Le bébé avait été examiné 5 jours avant son décès. Cet échange était essentiel pour eux, pour nous. Je les connaissais bien pour avoir suivi régulièrement l'enfant aîné. Je fais un suivi proximal car je sais que l'inconfort, voire le mal-être ou la détresse du bébé, peut survenir rapidement. Pleurs inconsolables, coliques, régurgitation, tension cervico-dorsale sont des éléments d'alerte dans son entrée dans le monde. Et l'inquiétude parentale peut monter très vite, j'ajoute, et aussi celle du pédiatre. Dans le temps limité de la consultation, dans l'ici et maintenant, il y a l'examen clinique indispensable et un temps d'échange avec les parents. J'interroge la mère sur sa grossesse. Le récit d'accouchement me donne la couleur des premiers liens. Je vais vous parler de Lucette. Sa mère vient me consulter 10 jours après sa sortie de la maternité. Le bébé présente une fente labiale qui abîme son visage. Sa mère me dit « Oh, une fois la surprise passée, je me suis faite à son visage. » Elle le dit sur un ton détaché. Elle me semble lointaine, comme ayant mis à distance sa douleur, pour faire face à cette malformation à laquelle elle n'était pas préparée. Rien de visible aux échographies anténatales. Lucette présente un bon état général. L'examen clinique et neurologique sont tout à fait normaux. Malgré sa fente labiale, elle boit bien. Je la revois 10 jours plus tard. Le petit nouveau-né est méconnaissable, tout sec, très endormi, sans tonus et sans fièvre. Nous sommes au moment des fêtes de fin d'année. Je reviens sur l'examen clinique et je suis avec une double hypothèse, celle d'un bébé qui n'est pas investi du fait de sa malformation ou celle d'une atteinte somatique sévère.
Je demande des examens complémentaires que le laboratoire me fait immédiatement. Devant l'augmentation de la CRP, je fais hospitaliser l'enfant en urgence. Le bébé va rester 10 jours en hospitalisation pour une méningite à rotavirus et je prends régulièrement de ses nouvelles auprès de sa mère. Celle-ci vient me revoir en consultation avec son bébé à la sortie de l'hôpital et me dit avec beaucoup d'émotion: il fallait qu'elle m'interpelle à ce point par sa maladie pour que je me rapproche d'elle et puisse lui ouvrir mon cœur. Voici une nouvelle vignette. Une jeune femme d'origine africaine, venue du Mali pour accoucher en France de son premier bébé, arrive en pleurs dans ma consultation avec son mari et son nouveau-né de 5 jours. Elle doit repartir dans 48 heures pour son pays, mais son bébé pleure sans cesse. Elle ne se voit pas rentrer là-bas, seule et désemparée. Nous passons un long moment à échanger, à essayer de comprendre ce qui se passe pour son bébé qui ne boit pas. La maternité a besoin d'être accompagnée dans les plus petits détails. La tétine du biberon était tellement serrée que le bébé n'avalait rien et il pleurait. Je me souviens de sa joie, de la joie de sa mère lorsqu'elle a compris ce qui se passait et a pu lui donner dans mon bureau le biberon et ainsi nourrir son nouveau-né. Elle avait besoin aussi, sans doute, que quelqu'un regarde sa maternité. Ils sont repartis au Mali. 2 ans après, le père et l'enfant, de passage à Paris, sont venus me revoir en consultation. Je les ai immédiatement reconnus. Est-ce que vous vous souvenez de nous? Bien sûr. Le père m'a remercié. L'enfant était magnifique. Et lui, heureux et réjoui de son petit garçon. Revenons à mon travail. J'aime percevoir l'atmosphère de la consultation, la réceptivité des parents à échanger sur les questions ou constatations qu'ils apportent. L'état émotionnel de celui qui s'adresse à moi me sont très utiles. Une modélisation faite avec le bébé peut-elle aider ou guider le parent ou apporter une confirmation de la capacité maternelle? Reprendre une question et la développer pour que la maman trouve en elle-même la réponse. Tenir compte de la pertinence des observations parentales. Madame L, la mère de Jérémy, âgée de 4 mois, entre dans mon bureau sans me saluer et parle d'emblée de l'insupportable de son vécu. Monsieur n'est jamais content. Je m'attends à voir le père de l'enfant. Il n'est pas là. Il s'agit de Jérémy. Et la maman poursuit. Je suis obligée de le forcer, c'est un enfer. Il boit bien 80 millilitres, puis il faut faire des acrobaties pour qu'il avale ses biberons. Me revient en tête que cette maman, le mois dernier, voulait poursuivre son allaitement. Je lui fais part de mon étonnement. Vous l'avez sevré? Et bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il fallait bien que je reprenne mon travail. Oui, malgré moi, j'ai arrêté mon allaitement. Et depuis, le nourrir est devenu une galère. Jérémy est assis sur les genoux de sa mère, tourné vers moi. Il participe à nos échanges. Son visage est ouvert, souriant. Et il hoche la tête tranquillement. Je lui parle doucement. « Hé, petit bonhomme, tu sais que ta maman aimait t'allaiter. Alors, tu prends de quoi apaiser ta soif, mais pas plus. Tu attends la permission de ta maman, pour boire davantage. » Jérémy acquiesce avec sa petite tête pendant que je lui parle. J'invite alors Madame L à dire quelques mots à son bébé, quand elle le sentira, lui donnant la permission de bien se nourrir avec le lait qu'elle a choisi pour lui. « Bien, conclut-elle abruptement. Et je suis un peu inquiète pour la suite. Après l'examen pédiatrique que nous faisons ensemble, elle soulève son bébé et le lève au-dessus d'elle. Et elle ajoute, pour Jérémy, « Tu es mon plus beau bébé du monde. »
Je suis aussi à l'écoute de la composition de la fratrie, d'un éventuel handicap chez l'un des parents, avec les craintes pour l'enfant grandissant. J'ai une maman sourde et elle a eu très peur, la même surdité pour sa petite fille. La petite fille était indemne du gène de surdité. La survenue d'un événement plus ou moins grave dans la famille, qui bouleverse l'équilibre familial. Je vais évoquer l'histoire de la famille de Noah. Madame R, la mère de Noah, a fait une embolie amniotique à la naissance de son bébé. Gravissime accident qui a mis sa vie en danger de façon extrême. Elle s'est réveillée de son coma artificiel avec toute sa famille autour d'elle, venue lui dire au revoir. Quel n'a pas été son étonnement, elle pensait qu'elle venait d'accoucher. Elle vient avec son bébé lorsqu'il a 2 mois. J'ai suivi le frère aîné qui a 3 ans. La consultation s'oriente sur son état maternel après ce vécu. Elle n'arrive pas à établir un lien avec son bébé. Elle s'inquiète des premiers jours qui lui ont manqué et qui se sont déroulés sous l'égide d'un papa hyper anxieux. Elle sent qu'elle n'arrive pas à communiquer avec lui. Les possibilités d'échange entre les 2 parents sont limitées. Le vécu manquant de l'un pourrait se heurter au vécu traumatique et bouleversant de l'autre. Ce temps est difficile à évoquer, mais il est indispensable de mettre à la parole son vécu avec Noah. Une proposition de soins psychothérapeutique n'a pas abouti. Maintenant, Noah a 4 ans, ses 2 parents se sont séparés, mais ils s'entendent pour la garde des enfants. Je réfléchis souvent à la pertinence d'une prise en charge immédiate de ce qui m'est apporté dans la consultation. Pour moi, le risque est que ce qui n'est pas traité dans l'ici et maintenant avec un temps de parole ne soit jamais réabordé. Oui, la survenue de l'inattendu décale alors le timing des consultations, mais je préfère l'assumer. C'est ainsi que j'ai pris le temps, heureusement, c'était ma dernière consultation de la journée, d'échanger avec Madame B, la maman d'Adam. Elle entre dans la consultation avec son nouveau-né dans un cosy et d'une voix forte, comme si je pouvais être sourde à ses propos. Elle dit « Je n'en crois pas mes yeux, je viens de prendre une photo de mon bébé dans la salle d'attente, sinon son père ne me croirait pas non plus. Je suis abasourdie de ce que je vois, il dort. » C'est ainsi que je rencontre pour la première fois Madame B et son nouveau-né, âgé de 15 jours. Elle poursuit. « Ah, un bébé, c'est trop difficile pour moi. Je n'en peux plus. Il est toujours agité, insatisfait, pleure sans cesse. Je ne sais pas ce que je vais faire avec lui. » Nous sommes même restés debout, tant son agitation et son angoisse nécessitaient toute mon attention, sans délai. Il réclame, il boit, il pleure. Je ne peux pas le mettre 3 secondes dans son transat. Nous nous sommes approchés de son bébé nouveau-né qui dort calmement, les 2 petites mains bien détendues. Je peux ainsi l'ausculter, puis il ouvre les yeux et se met à pleurer. Je termine l'examen clinique sur table de consultation. À la fin de l'examen qui objective le bon état général de l'enfant, je propose à sa maman de donner le biberon d'Adam. Je vois qu'elle s'installe bien et j'observe qu'elle a des gestes sûrs. Elle laisse l'enfant boire tranquillement ce qu'elle a préparé, ne l'interrompant pas dans sa succion. Ayant fini, le bébé reste alors très paisible dans ses bras.
Comme il est apaisé, je propose à sa mère de ne pas bouger et de le regarder. Le bébé goûte avec ses petites lèvres l'odeur de la paisibilité et laisse aller ses yeux lentement vers un point du plafond. Avec cette perception multimodale dans laquelle je sais qu'in utero, il a goûté la vie prénatale. Un monde de perception pure sans objet, où l'apparaître du monde est sa vision tranquille. C'est un pont entre un vécu du dedans, utérin, qu'il retrouve dans le monde du dehors. La maman en profite et s'attendrit de le voir si paisible. Après un moment, l'enfant s'agite un peu, elle le met sur elle et il s'endort dans son cou. Avant d'aller le reposer dans son cosy, Adam ouvre les yeux et fixe un nouveau point de lumière. Il reste très calme. Sa mère peut me dire « Je trouve qu'il est très contemplatif, mon bébé ». Elle repart avec lui, attentif à ce qui s'est vécu avec lui. Devant ce temps de perception pure du monde, dont le bébé a sûrement déjà fait l'expérience, je ne doute plus de la maternité de Madame B en voie d'établissement et de la naissance psychique du bébé en voie d'installation. Petit nouveau-né a sûrement perçu quelque chose de la bonté de sa mère. On peut considérer que la bonté est un climat, elle saisit et prend tout entière. La bonté vient de la capacité à donner. Tel était le propos du docteur Delassus. Je l'ai quitté en lui disant que lors de la prochaine consultation, j'aurai un temps un peu plus limité. Quelques jours après, elle revient avec Adam. Celui-ci me parle du lien, de la présence et du don maternel qui s'est installé avec sa maman. J'ai aussi dans ma consultation des enfants plus grands. La naissance relationnelle est faite et l'enfant a un sol pour avancer. Dans cette deuxième part de la constitution de l'originaire, les parents ont aussi besoin d'échanges et de repères. Madame F me dit en regardant son petit garçon de 18 mois, « Il n'est plus mon bébé, il a son petit caractère, il est devenu capricieux. » La période d'opposition est aussi difficile pour la mère que pour le bébé. Il faut beaucoup distraire. Le jeune enfant a très besoin de sentir qu'il est aimé malgré ses non. Savoir attendre, devenir autonome avec le corollaire des frustrations sont importants à échanger. L'histoire de Roland nous montre que l'originaire peut subir des accros et combien les parents ont besoin d'interlocuteurs. Le pédiatre a cette fonction de tiers aidant et contenant. Monsieur D vient consulter pour la première fois avec Roland, alors âgé de 20 mois. L'enfant hurle déjà dans la salle d'attente et il va hurler toute la consultation. Son père est inquiet et aussi désemparé. S'il pose Roland sur le sol, celui-ci se jette à terre et se cogne la tête avec violence. S'il le prend dans ses bras pour le contenir, l'enfant le griffe et le mord. Il l'a assis sur ses genoux face à moi et l'enfant hurle. Cela fait 6 semaines que Roland se met dans cet état pour un oui ou pour un non, de jour comme de nuit. Les parents ont des ennemis à chaque étage de l'immeuble. La détresse de Monsieur D est palpable et nous envisageons les différents éléments qui composent la vie de l'enfant. Il apparaît alors que les crises de Roland sont concomitantes au début de la grossesse de sa maman. L'anamnèse rapporte que Roland a été pris en charge très tôt après sa naissance pour une macrocranie qui a beaucoup inquiété ses parents.
L'augmentation du PC semble enfin à peu près stabilisée. Les crises de Roland sont survenues lors de cette amélioration et ont bouleversé aussi son sommeil. Roland exprimerait-il à sa façon qu'il a perdu des appuis dans son développement émotionnel et qu'il a besoin d'être rassuré. Le papa apparaît ouvert à cette hypothèse. L'enfant sera inclus dans le secret du couple, cette future naissance qu'un enfant de l'âge de Roland perçoit très vite. Je l'adresse aussi à une amie ostéopathe qui fait du travail crânien et va s'occuper de son sommeil. En quelques semaines, le comportement de Roland va s'améliorer et l'enfant va retrouver sa gaieté et accéder au langage. Il va, lors de la deuxième consultation où ses deux parents l'accompagnent, venir avec un gros sac à dos. Et là, il va consciencieusement vider son sac en me montrant chaque objet ou vêtement jusqu'au dernier. Maintenant, Roland a une petite sœur et il est très fier d'être le grand. Et maintenant, il me faut conclure. J'ai plein d'histoires de rencontres en tête, d'histoires de maternité et de naissance relationnelle. J'ai essayé d'aborder ces rencontres avec professionnalisme et présence. Je suis au cœur de la vie et je souhaite que chacune de mes consultations soit une rencontre humaine, parfois brève, parfois beaucoup plus impliquante. Double écoute, un double regard pour le bébé et sa mère, avec les apports maternologiques comme point d'appui et l'examen clinique comme base de repère, assure chaque temps de consultation. En conclusion de cet exposé, je vous partage une dernière vignette clinique. J'ai été très intéressée par mon accompagnement pendant 18 mois de cette famille. J'ai rencontré en septembre 2018 un couple de 2 hommes venus me consulter avec leurs jumeaux filles et garçons. Chaque bébé avait comme père l'un des 2 hommes. Ils m'ont confié petit à petit le parcours de naissance de leurs enfants, un don d'ovocytes de la même mère qu'ils ont souhaité connaître et rencontrer. Cela s'est passé à l'étranger, car un des pères était d'origine américaine. Puis ils sont allés à la rencontre d'une femme qui porterait leur futur bébé. Ils avaient le désir de connaître le couple qui faisait ce choix, un couple afro-américain. Les 2 hommes ont fait le choix de garder contact avec les 2 mères, mère donneuse et mère porteuse, et que les jumeaux puissent continuer à les rencontrer. Les 2 femmes ont renoncé à leurs droits sur le bébé afin que les 2 pères puissent être reconnus comme parents à part entière de chaque enfant. Le jour de la naissance des jumeaux, ils étaient dans la chambre voisine du couple porteur. L'accouchement terminé, les nouveau-nés ont été déposés dans les bras du nouveau couple. Histoire de vie au cœur des nouvelles parentalités. J'ai pu accompagner et suivre l'évolution des jumeaux pendant 15 mois. Les échanges avec les pères étaient de qualité. L'un des 2 avait fait le choix d'un congé parental pour les 2 premières années des enfants. Et nous avons pu, je le crois, avancer de part et d'autre toutes les questions que nous souhaitions nous poser. Cet accompagnement a été à l'origine d'une importante réflexion dans mon groupe de supervision sur les plages de partage. Je suis à la fin de mon exposé. Il a été long à composer et à écrire, car j'ai eu à faire des choix pour vous le présenter le plus clairement possible. Je souhaite qu'il vous aide à travailler avec les apports de la maternologie. Je sais, faisant partie de la commission d'admission au CFMC, que déjà beaucoup d'entre vous œuvrent
avec cette ambition théorico-clinique maternologique. Je vous remercie.